Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion et merci aussi de m'avoir permis de discuter après Pierre, l'intervention là qui va me permettre justement parce que j'ai essayé de tenir un peu la commande, de parler des temporalités et en vous proposant une conception du soin à partir du concept de présence sociale qui permet d'insister par rapport aux approches et aux pratiques de care sur les dimensions à la fois temporelles, les enjeux de temporalisation, avec cette question notamment est-ce que ça se résume au présent, mais aussi qui sont aussi des enjeux de sexuation, ce qui va me permettre aussi de lier les questions de ces temporalités avec les questions de genre. Donc pour résumer mon propos, je vais rapidement vous dire ce que j'ai pu faire et d'où ça parle, parce que c'est vrai que je vais pouvoir m'appuyer, je vais en tout cas essayer peut-être aussi dans la discussion, sur ce qui a été dit dans les exemples. Je ne vais pas beaucoup parler même si de situations ethnographiques, mais quand même je vais vous raconter un petit peu quelques enquêtes qui m'ont permis de développer cette histoire de présence, ce qui va ensuite m'amener à parler des approches temporelles assez classiques du soin et de la santé, pour insister sur un des aspects qui va être justement cette question des temporalités du soin, du care. Et je vais souligner, donc, comme je le disais, les liens du genre et des temporalités, qui va me permettre de présenter ce concept de présence sociale et du coup de discuter autour de cette question de le soin se résume-t-il au présent, donc l'urisme du localisme, je vais en parler, et l'urisme du présentisme quant au... et puis avoir quelques discussions sur l'analyse du soin. Donc, rapidement, j'ai toujours un peu travaillé sur les temporalités, plutôt sur les âges. Et pendant la thèse aussi, j'avais été embauché pour travailler dans un hôpital, donc qui m'a permis de faire un petit peu de commencer à faire de la sociologie de la santé sur le VIH. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire une grande et longue enquête que j'ai faite ensuite en étant plutôt au CNRS, en ethnographiant des soins en prison, qui permettent là encore là c'est un espace reclus vraiment délibérément, mais justement de permettre de voir la manière dont le soin n'est pas affecté aux soignants qui sont en prison. C'était la réforme de 94, donc le fait de développer des services hospitaliers au sein des prisons, mais que, évidemment, le soin circulait à travers les surveillants, mais aussi les codétenus. Et cette difficulté à penser ça dans un contexte assez conflictuel, quoi. J'ai fait aussi pas mal de recherches sur le travail social et la justice des mineurs, en insistant sur les enjeux de temporalisation, la justice des mineurs étant une justice qui travaille à partir de points de vue et de principes éducatifs plutôt dans des temporalités longues et qui sont mises en contradiction par rapport à des logiques plus sécuritaires qui relèvent du temps plus court. Et c'est ainsi que je trouve qu'on peut aussi penser tous les discours autour des réformes de la justice des mineurs et de la pratique du travail social auprès de jeunes en difficulté, à protéger. Donc
j'ai été aussi amené donc, à continuer à travailler sur les questions d'âge et de genre, en travaillant notamment sur la parentalité tardive et autour de l'idée de comment s'engager dans la parentalité, et ce qui veut dire aussi engager des présences en anticipant aussi. Hein. Anticiper, est-ce bien raisonnable de faire un enfant quand il aura 20 ans et que j'en aurai 60, etc. Donc, et à partir de récits de parents qui ont eu des enfants tardivement. Bon, j'ai aussi travaillé sur les questions de sexualité et de vieillissement, hein, là encore, qui permettent d'évoquer un autre aspect, donc les temporalités biographiques, et plus globalement le parcours de vie à intégrer en termes de système d'attente et d'anticipation de care. Et puis mes derniers travaux mes dernières enquêtes ont plutôt porté sur le travail social, en insistant sur la dimension sexuée, non pas seulement évidemment de vérifier la forte féminisation, hein, mais en comprendre justement, et c'est ce que je vais essayer de développer là, en comprendre l'activité de l'accompagnement, et notamment dans ces temporalités, en ce que aujourd'hui le travail social est évidemment soumis comme à l'hôpital, comme à l'université, au nouveau management public, ce qui veut dire aussi être amené à être soumis à des règles, à des contraintes d'évaluation qui induit des indicateurs, donc des démarches d'évaluation assez quantitatives qui vont à l'encontre d'un accompagnement parfois au long cours, qui nécessite aussi d'intervenir au bon moment. Je vais revenir un petit peu sur cette notion-là. Et à partir de là, appréhender cette activité à partir des temporalités permet justement de voir les enjeux de ce secteur social qui est soumis à des recherches de sens, hein, qui me semblent être de la pratique, qui me semblent être des enjeux aussi souvent qui ont à voir avec les logiques autour des enjeux du temps de la pratique, du temps de l'accompagnement, du temps de la réception aussi par les usagers. Voilà. Donc, premièrement, la façon dont, comme ça, en sociologie et en sociologie de la santé, quand il y a les approches temporelles qu'il y a pu y avoir autour de la sociologie de la santé, on pourrait peut-être définir à peu près 4 axes, non exhaustifs, hein, mais il y a évidemment tout ce qui concerne l'expérience de la maladie, hein, les aspects éthiques autour de ces questions-là, l'évolution de certaines maladies, les enjeux de chronicisation, hein, donc on a un certain nombre de travaux. Roth, c'était seconde école de Chicago, qui a travaillé, a ethnographié à partir de sa propre expérience de tuberculeux. On connaît les propositions d'Anselm Strauss qui nous incitent à voir dans les carrières les dimensions processuelles, hein, du soin et de la maladie. Et puis tous ceux qui ont travaillé ensuite sur notamment l'évolution de la chronicisation, Isabelle Bazanquet en France, qui a introduit Anselm Strauss, et Bury. Donc il y a cet aspect-là. Moi, je suis souvent un auteur qui n'est pas très connu sur les questions temporelles et sur les questions de santé, c'est Eviatar Zerubbabel, hein, qui a beaucoup travaillé sur les questions de temporalité. Et une de ses premières enquêtes, c'est à l'hôpital,
hein, et ce qui nous incite à vraiment penser toute la structure de l'hôpital à travers les dimensions, différentes dimensions temporelles, et à chaque fois les enjeux de durée, les enjeux de tempo, les enjeux d'agencement des services, etc. Et la manière dont aujourd'hui, par exemple, comment tout ce discours très institutionnel au cours du parcours de soins, eh bien, évidemment, il est à penser dans l'articulation ville-hôpital, par exemple, et il est à penser avec l'outil des temporalités, et c'est là où des auteurs comme Zerubbabel nous font penser. Évidemment, il y a un autre axe qui est autour des soignants, des enjeux du temps de travail, la question des carrières infirmières, médicales, etc., qui est aussi un autre enjeu de temporalité autour des questions du soin. Je pense aux travaux qui avaient été menés au moment des conflits sur les infirmières, notamment les coordinations d'infirmières de Daniel Corgoat, et puis dernièrement des travaux très très importants autour du travail des infirmières de Paul Bouffartigue. Et puis, c'est un peu l'objet de cette rencontre-là, plutôt autour des temporalités du soin, des temporalités du care et des présences. Cette notion de présence qui est très très développée dans les publications. Vous savez que les études infirmières, c'est une question qui commence à se développer, qui est très développée dans le monde anglo-saxon. Il y a donc l'idée de légitimer une discipline d'études infirmières, donc des savoirs propres, donc des supports de publication scientifique. Et quand on regarde les publications des revues de sciences infirmières, le concept de présence infirmière, etc., est extrêmement développé pour discuter de tout ce que l'on discute aujourd'hui autour de comment être présent aux soins, comment autour de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc voilà. Autour de la façon de travailler sur les temporalités, on a évoqué tout à l'heure la question des protocoles et puis des pratiques. D'une certaine façon, on a peut-être deux dimensions du temps pour parler un petit peu de ces aspects d'objectivation d'un côté, hein. C'est le temps qu'on connaît, c'est le temps chronologique, hein, qui est exprimé en heures, en journées, en temps de travail, etc. Donc c'est un temps très quantitatif, très linéaire, qu'on connaît bien, et puis qui est dominant, hein, dans le monde aujourd'hui, particulièrement dans un monde soumis à une évaluation dans des modèles où l'approche quantitative est extrêmement développée. Et puis, une dimension plus subjective qui renverrait plutôt à une dimension kérologique. Le kéros, c'est le moment opportun, hein, intervenir au bon moment, mais de façon aussi conséquentialiste. Hein, c'est-à-dire qu'on met dans cette... c'est le temps d'action par excellence qui prend en compte le contexte pour savoir s'il est opportun. Et savoir s'il est opportun, c'est pas seulement si j'ai feu rouge ou feu vert, hein, mais c'est aussi feu rouge, feu vert, mais en même temps, on a toujours une petite attention qui nous permet de voir que est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui traverse malgré tout, etc. Hein, et donc cet exemple-là, mais à toute action est amenée à évidemment avoir un contexte de règles, hein, des dimensions de contraintes, et en même temps des considérations qui renvoient à la façon d'agir en conséquence et au moment opportun. Et il me semble que, évidemment, toute cette question que l'on va avoir autour du soin, elle est évidemment elle prend en compte les deux dimensions, mais avec l'idée que cette dimension kérologique, qui n'est pas forcément celle qui vient à l'esprit dans les délibérations, et en même temps c'est celle qui est à l'ordre du jour à chaque fois que l'on agit, à chaque fois que l'on soigne, que l'on délibère, parce que je me semble qu'on a aussi affaire à une dimension plus
plus moral du temps. Donc, voilà, peut-être, alors derrière, pour asseoir un petit peu la discussion autour de ces présences et du soin, il me semble qu'on ne peut pas passer à côté d'une dimension sexuée. Alors la dimension sexuée, telle que je vais tenter de vous la développer, elle va, d'une certaine façon, elle ne va pas parler d'homme ni de femme, mais elle va parler de genre en ce que c'est un ordre qui définit, disons, des manières, on va dire des manières de faire, des manières de rapport au temps auxquelles sont assignées finalement dans les femmes, mais qui ne relèvent pas biologiquement, essentiellement, dans l'essence même des femmes, mais dans la façon, ce qui permet évidemment de concevoir que des hommes peuvent avoir des pratiques qui relèvent plutôt d'un modèle féminin par rapport à des pratiques qui relèvent plutôt d'un modèle masculin. Voilà un petit peu comment on va essayer de penser cette affaire-là. Quand on parle des temporalités et des questions de genre, on développe à la fois les questions chronologiques, par exemple, pour objectiver des inégalités. Par exemple, quand on parle du travail domestique, qui est une question assez essentielle pour parler de la double journée de travail, par exemple, eh bien, les enquêtes budgétantes nous permettent d'objectiver ça, permettent de dénoncer, de militer, etc. Mais pour rendre compte de l'expérience temporelle des femmes, eh bien, la critique féministe des outils même pour mesurer a mis en évidence plutôt l'idée que ce temps justement chronologique était plutôt un temps plus masculin, plus linéaire, etc., et ne correspondait pas à une temporalité et une expérience des femmes dans la division sexuelle du travail qui les amenait à être plutôt dans la polychronie, à être au travail, mais en même temps à être dans l'attention et dans la responsabilité de ce qu'il faut faire vis-à-vis des autres, et y compris dans la façon d'être dans le travail. C'est de faire son activité et d'être dans le rapport à l'autre. Donc derrière ça, vous voyez bien une idée qui est que la dimension du rapport à l'autre, et évidemment dans ces dimensions temporelles, c'est un rapport au temps qui est non pas dans une logique de position, une logique partant de soi, mais plutôt une logique partant d'autrui, donc plutôt une logique de rôle. Et ce rapport à autrui induit évidemment la façon dont on peut naturaliser ensuite, dans un système de socialisation sexuée qui induit, qui amène à ce que justement les femmes correspondent à l'ordre du genre et au féminin qui est attendu d'eux, eh bien, et de manière parallèle aussi correspondant aux masculinités, et ce rapport à autrui induit des logiques d'anticipation, de disponibilité à l'autre, donc de disponibilité temporelle, de responsabilité quant à la durée, dans la façon d'être plutôt conséquentialiste dans sa façon de faire, du fait même de ce rapport à autrui. Donc l'idée derrière ça, c'est que ce rapport au temps lié à la façon dont on est en rapport à autrui, donc qui induit des logiques d'anticipation ou des logiques versus des logiques d'imposition, eh bien, amène à ce qu'on puisse considérer que c'est ce rapport au temps qui est constitutif de cet ordre du genre
qui est constitutif de ce qui pourrait être plus féminin, plus masculin, hein, et dès lors, la manière dont des socialisations amènent à ce que des femmes correspondent plus ou moins, et pas en toute situation, évidemment, hein, ce qui permet de considérer des situations où il y a des inversions de genre, etc. Donc, j'insiste sur cette dimension de la disponibilité temporelle, du rapport à autrui, des logiques de rôle versus des logiques de position, comme disposition aussi à l'anticipation. Hein. Et en ce sens, on peut aller... donc, derrière ça, vous reconnaîtrez, pour celles et ceux qui ont un petit peu lu la littérature autour des pratiques de care, la manière dont le care, en ce que il s'agit d'avoir des pratiques, d'avoir des attentions, de se soucier des besoins des autres, eh bien, renvoie bien à des logiques plutôt de kairos, hein, où, évidemment, les logiques de la règle, du protocole, de la chronologisation, hein, sont finalement à inclure dans l'action, mais à redéployer à partir des situations concrètes auxquelles on est amené à répondre dans le besoin. C'est-à-dire, ça rejoint l'idée qui a été dite en introduction autour d'une adaptation permanente à la situation, donc une dimension assez pragmatique à la situation de soins. Donc, pour continuer sur ces dynamiques temporelles du care, hein, c'est donc ça rejoint évidemment dans ces dimensions-là, il y a des aspects d'interdépendance. Hein, cette idée de nous sommes tous vulnérables, pas seulement à partir de situations extrêmes, évidentes, la petite enfance, la vieillesse dépendante, le handicap, la maladie, mais aussi la façon dont tout un chacun est amené à être dans le besoin, avoir profité d'une division du travail qui amène à ce que parfois ces interdépendances, elles soient invisibilisées et que l'on puisse tenir une fiction de l'indépendance. À partir de là, évidemment, John Tronto, qui a déjà été cité quant à sa définition autour de la réparation, elle développait une idée que le care était un processus et qu'il y avait plusieurs étapes, disons, avec des dimensions plutôt morales et pratiques. Et une première étape, il est de savoir être à disponibilité pour entendre au sens observer un besoin qui est autour de nous. Une deuxième étape qui est plutôt celle qui consiste à mettre en œuvre, penser des coordinations, penser la manière dont on va répondre à ce besoin. Une troisième étape qui consiste à y répondre, qui y répond très concrètement. Ça peut être lié à des formes de délégation en famille, par exemple, mais des formes de délégation à des professionnels, etc. Et puis, il y a cette dimension, cette étape de la réception qui est extrêmement importante. Cette quatrième étape, on va y revenir autour des présences. Pourquoi, avant d'aller un petit peu plus loin sur l'intérêt heuristique de parler de présence, évidemment, il y a une dimension temporelle quasi évidente, mais pas si évidente que ça, on va y revenir, en ce qu'elle elle est plus phénoménologique, en ce qu'il y a un couple présence-absence. Donc, au premier abord, la présence, c'est être là, à portée de main, sans indication justement de la teneur de l'engagement. Vous pouvez être présent
mais faire autre chose, donc assurer une présence. On voit bien avec au théâtre, hein, la dimension de l'acteur, la présence de l'acteur, eh bien c'est à la fois quelque chose qu'on voit bien dans une forme d'engagement et dont il est parfois assez difficile de décrire, d'en avoir des indicateurs. C'est tout l'intérêt, me semble-t-il, c'est d'essayer d'avoir des indicateurs d'engagement dans la situation. Hein. Il y a évidemment dans la notion une dimension un peu mystérieuse. Hein, je sens une présence, que ce soit un film d'horreur ou etc. Et puis une dimension religieuse, hein, c'est la dimension de la présence de Dieu, avec cette idée que Dieu est partout. Je peux ne pas le voir, il est partout, donc il y a cette présence qui fait que j'agis en fonction de cette présence que je ne peux pas évidemment voir ni même palper. Donc il y a une dimension, un flou qui en fait, je crois, un atout pour penser les présences au sujet, mais qu'il faut voir évidemment dans une dimension présence-absence. Hein, voilà. Donc quels usages sont faits des présences? Ça vaut le coup de faire un petit... pour en voir un petit peu les différentes tensions. Je parlais de la sémiologie, on pourrait parler de la sémiologie, par exemple, qui travaille sur la présence au théâtre, qui s'intéresse justement au sens qui émerge des situations ou des expériences. Je parlais de la religion. Il y a un domaine où il y a une théorie des présences sociales, et ce n'est pas inintéressant, c'est le domaine des sciences et technologies de l'information et de la communication, qui s'intéresse à comment, par exemple, avec un moyen de communication tel qu'un téléphone, on téléphone et en même temps, est-ce qu'on est vraiment engagé dans la situation? Est-ce que la personne que l'on a au bout du fil, est-ce qu'elle est vraiment là, hein? Ça nous arrive de dire, oui, mais t'es vraiment là, t'es présent, etc. Donc, donc il y a pas mal de travaux dans ce domaine-là qui mesurent cet engagement dans la conversation, dans le média, etc. Il y a aussi dans différents, soit dans les sports, soit dans certains métiers, autour de l'harmonie du corps, cette dimension phénoménologique, l'ostéopathie, la psychomotricien, qui évoque beaucoup cette question de la présence. J'ai parlé des sciences infirmières, où c'est assez central. Et puis il y a deux domaines professionnels qui semblent là aussi intéressants pour revenir à une dimension qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est un domaine qui est celui de la surveillance, hein, la vidéosurveillance, la police, etc., hein, qui renvoie à une dimension soit de protection, soit sécuritaire. Nos débats aujourd'hui autour de la situation en France, celle des attentats, je ne parle pas du Front National, eh bien, nous amène à cette ambivalence, hein, et cette polyphonie autour de la sécurité, hein, qui induit une dimension, on parle de sécurité sociale, une dimension assez protectionnelle, et en même temps la sécurité dans une dimension plus pénale, hein, la dimension sécuritaire qui renvoie à de la sanction. Hein. Donc on voit bien derrière cette idée dans la présence d'une tension, hein, entre contrainte et contrainte d'un côté et protection de l'autre, sanction, punition versus protection, soin, etc. Donc cette tension, hein, il me semble que c'est assez intéressant de la penser ensemble, et c'est pourquoi je voulais vous parler des usages professionnels de cette notion-là, montre bien cette ambivalence-là, hein, puisque on la renvoie bien, on la retrouve aussi dans le travail social, par exemple, où là aussi, évidemment, derrière des dimensions de protection, d'accompagnement, eh bien, il peut aussi, hein, au sein même de ce segment professionnel-là, on peut voir à la fois des dimensions de contrôle social,
hein, de surveillance et puis des dimensions plus de protection. Hein. Donc c'est cette dimension-là, donc ça renvoie à ces tensions de la présence sur lesquelles je voudrais insister, hein, à partir de ces deux secteurs-là. Moi, je l'avais vu beaucoup en prison, hein, autour du métier de surveillant, hein, qui est amené évidemment à incarner l'ordre et faire attention à donc une dimension très sécuritaire, et qui en même temps, pour faire tourner, pour faire en sorte que la prison n'explose pas, hein, il devait évidemment être dans du care, même s'il ne devait ne pas forcément le dire, parce que ça ne renvoyait pas aux logiques et aux attendus, mais en même temps, il était amené à écouter, et ce qui a amené évidemment des modes de coopération entre surveillants et soignants, hein, sans quoi il n'y a pas possibilité, hein, même si ça va à l'encontre des logiques et puis des conflits qu'il pouvait y avoir, notamment mais qui continuent de perdurer entre soignants et agents pénitentiaires. Donc tout ça pour illustrer cette tension donc entre veiller sur et surveiller, protection et contrôle. On pourrait dire, pour reprendre une métaphore de Pierre Bourdieu, entre la main droite de l'État, ceux qui sont amenés à protéger le travail social, à enseigner, etc., et une dimension plus régalienne de l'État, eh bien, cette tension-là, on la voit bien, et puis on peut aussi, donc cette dimension du traitement et de la contrainte, d'une certaine façon, il était question dans le propos tout à l'heure de forme de contention aussi, hein, une contention non pas physique, mais à travers les murs ou à travers la sécurité, la façon dont est-ce que les soignants, à des moments donnés, se posent la question, notamment en psychiatrie, pour les adolescents difficiles, c'est le travail de Yanis Gansel, hein, qui est amené à comment il y a des protocoles de contention, hein, et jusqu'à quel point on reste éthiquement dans la fonction et dans le soin, tout étant dans la contention d'adolescents très très difficiles. Et Bénédicte Lombard, qui est cadre infirmière, qui a beaucoup travaillé sur la douleur en pédiatrie, et qui termine une thèse sur les questions de la contention aux soins aux bébés, justement lorsqu'ils sont amenés à, pour leur bien, pour leur faire un soin, pour leur faire une piqûre, et qu'ils se débattent, eh bien il faut elle développe l'idée dans sa thèse de philosophie de cessation empathique transitoire, c'est-à-dire que les soignants, pour rester dans la logique du soin, sont amenés à, puisqu'il faut, pour faire une piqûre, par exemple, le plaquer l'enfant, etc., eh bien, sont amenés à cesser, à un moment donné, d'être dans l'empathie, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir rester dans la logique de soins. Donc tout ça pour illustrer cette idée que la présence, elle doit, et il me semble que le care aussi, plus globalement, ne doit pas être considéré comme les bisounours, ce qui fait du bien, etc. C'est plus globalement cette dimension à la fois du soin et aussi de la contrainte. Donc je vais un petit peu plus vite. Je ne sais pas jusqu'à combien il me reste. Assez peu de temps.
Ah, c'est peu de temps. Oui, non, d'accord. Ouais. Donc, non, je voulais juste développer l'idée que les présences, donc il y a bien cette dimension de prise en charge, et il y a bien cette dimension processuelle, et qu'il y a une dimension à la fois morale et pratique, et une dimension de protection, une tension entre la contrainte et la protection. Et derrière, il y a aussi des enjeux de temporalisation, hein, c'est ce que je voulais dire. Donc je ne vais tout de suite aux enjeux de la critique du localisme. Et il me semble que, justement, on peut concevoir des présences qui ne se font pas seulement dans la situation, hein, mais on peut concevoir des présences à distance. Hein. Et j'ai évoqué, par exemple, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la façon dont les situations migratoires nous amènent à penser comment des personnes qui sont amenées, par exemple, à travailler, à migrer pour s'occuper de personnes âgées, tout en continuant à être dans une forme d'attention, ne serait-ce qu'en faisant ce sacrifice-là pour apporter de l'argent, en téléphonant, en étant amené à parfois revenir en catastrophe quand il se passe des choses, etc. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la façon dont ce sont des affects qui circulent, des émotions qui circulent dans ces présences, on peut concevoir des présences à distance, je l'ai dit, à travers. Ce qui induit évidemment des controverses extrêmement intéressantes autour de la télémédecine. Est-ce que la télémédecine est possible en toutes circonstances? Est-ce qu'on n'oublie pas une forme est-ce que la coprésence, et le débat est différent mais en même temps similaire autour du téléenseignement, hein, Internet, cette conférence qui peut être faite et reproduite, etc., dans tous les cursus, etc. Vous voyez bien que, et en même temps la discussion, et en même temps l'enjeu de l'adaptation à la situation, à la question, voilà, tout un tas de questions. Et puis, ce qu'on avait envie de parler aussi aujourd'hui sur l'enjeu de temporalisation, c'est-à-dire que est-ce que la présence se réduit au présent avec le risque du présentisme dans un contexte où on est dans une société de l'immédiateté, que ce soit le mode économique et dans la logique de la finance va vers l'accélération. Il y a des logiques pour tenter d'y résister, hein, pour faire la COP21 et penser à un mode de développement durable, mais qui s'affrontent à des logiques qui sont beaucoup plus fortes, disons, d'où les difficultés à inscrire vraiment des logiques de régulation par rapport à ces formes de présentisme-là. Il s'agit de articuler le passé et le futur, son action, hein, comme dit Koselleck, articuler les horizons d'attente et le champ d'expérience. Donc il y a derrière un vrai enjeu de temporalisation, ce qui amène à réfléchir à l'anticipation en ce que le soin comme adaptation relève évidemment d'une inscription à la fois dans ce qui est prescrit, les normes, etc., donc les protocoles, donc ça relève dans les dimensions temporelles des logiques de Chronos, mais évidemment la situation amène à centralement développer pour l'observer et puis aussi pour parfois en parler, en tout cas pour la dimension Kairos que j'ai évoquée. Ce qui veut dire aussi de rendre compte aussi de la division du travail, parce qu'on anticipe quoi? On anticipe parfois le geste du chirurgien. Qu'est-ce qu'une bonne infirmière en bloc?
c'est lorsque le chirurgien n'a même pas demandé, c'est-à-dire elle anticipe, elle sait exactement à quel moment, etc. C'est Pascal Moulinier qui décrit très très bien ça dans plusieurs de ses publications autour du soin, et qui parle de savoir-faire qui sont discrets, évidemment, mais ça se passe dans le soin comme ça se passe dans les aidants, etc. Ces savoir-faire discrets que tu évoquais, ils sont invisibles, mais ils sont rendus visibles seulement lorsque ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, et ça nous amène à l'idée, évidemment, d'un ajustement. L'idée même d'être dans le rapport à autrui, hein, fait que, de façon pragmatique, on a de la coopération qui se fait par ajustement, ou de l'ajustement à la situation. Et cette idée du pas à pas, que je trouve très intéressante pour nous qui observons, hein, et les sociologues, les anthropologues, etc., pour observer des processus. Hein, et puis, évidemment, dans la pratique même du soin. Alors, ça amène évidemment plutôt à réfléchir à une présence en termes, je crois qu'on peut parler dans les coulisses, autour d'un café, entre infirmières, entre aides-soignantes, etc., de qualité de la présence, au sens où c'est être engagé dans ce soin, et tout ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais vraiment content, ces délibérations, etc., c'est une façon de s'ajuster aussi, parce que à des moments donnés, on y met des mots, on y met des normes que l'on réajuste, évidemment, autour de cette qualité de la présence. D'où cet enjeu de la temporalisation, et en même temps, sans oublier, évidemment, ce présent du soin qui est fait pour faire en sorte, et je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure, faire en sorte que ce n'est pas simplement pour que ce soin adapté, juste, qu'on s'en rappelle, que l'usager s'en rappelle, parce que parfois il ne s'en rappelle pas, justement par rapport à certaines situations, hein, mais c'est aussi pour lui donner, à des moments donnés, des petites formes d'autonomie, même si elles sont très minimes, qui amènent à engager le futur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire autour de ces présences. Merci.